saturation. Hop. Et bien sûr, enregistrer et commencer à répondre à vos questions. Si vous en avez, bien sûr, avant qu'on commence à regarder la partie socrative. Alors, vous avez dû voir qu'on abordait la partie clairance, notamment, qui va être très utile pour le TP. J'ai discuté avec le premier intervenant qui assure les TP, qui m'a dit que pour le premier TP, certains n'avaient pas pris le temps encore de lire le cours. C'est un peu dommage, mais vous aviez normalement toutes les infos en lien avec les derniers cours enregistrés. Donc, on en était normalement à peu de choses près ici. Est-ce que vous avez donc des questions avant qu'on se lance sur le socrative? C'est une partie un peu descriptive. Je pense qu'il y a essentiellement la notion de clairance, justement, qui est revue pendant le TP, qui est, on va dire, la partie la plus complexe. Après, le reste doit être à peu près clair, j'imagine, mais on peut revenir sur toutes les notions que vous souhaitez. Non, vous avez tout compris. Voilà. Bon, directement, on va sur la clairance. Pas de souci. Très bien. 2 questions. Beaucoup de questions autour de la clairance et une question autour des veines. Alors, on va peut-être commencer par les débits rénaux. Donc, une question de Romain. Je n'ai pas pris le temps de regarder si les questions apparaissaient sur l'enregistrement, donc je vais la redire au cas où. Donc, une question de ce que représente le débit au niveau de la veine rénale et de l'artère rénale. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Romain sur cette partie-là? Ça concerne cette diapositive ici. N'hésitez pas à vous lancer à l'oral, à l'écrit. Oui, moi je veux bien tenter une réponse. Super. Pour moi, le débit de l'artère rénale, c'est parmi les 5 litres de sang parmi le débit de 5 litres par minute, il y en a 1,3 litre qui arrive au rein. Et en fait, autant qu'il repart vers le cœur. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est Philippe qui intervenait. Merci beaucoup. Alors, on retrouve en fait qu'au repos, on a quelque chose comme 25% du sang qui arrive au niveau des reins. Donc, c'est un organe très irrigué. Donc, ça fait exactement 1,3 litres par minute au repos. Et alors, moi, j'ai un tout petit peu ce qu'a dit Philippine, même si évidemment, c'est généralement globalement très bien. On n'a pas exactement la même chose qui repart, puisque vous pouvez voir qu'en fait, on a 1 millilitre de liquide qui est produit en moyenne au cours du temps au niveau du rein. Donc, si on a 1 millilitre par minute de liquide qui est produit au niveau des reins, ça veut dire qu'on perd 1 millilitre de sang par minute. C'est pour ça que ce qui repart, c'est seulement 1,299 litres par minute. Est-ce que c'est clair, Romain? Très bien. Ensuite, une question avant de rentrer sur la clairance de Audrey sur quelle est la différence entre créatine, créatinine et créatinémie. Est-ce que quelqu'un, pareil, veut essayer de répondre? On s'adresse à une partie directement sur la clairance. Alors, créatinine et créatine sont tous les deux
des dérivés métaboliques, donc des déchets. Je ne sais plus si créatine, voilà. Je pense que la différence doit être très faible entre les deux molécules, hein. Voilà, vous avez votre réponse très facilement. Je n'avais pas la formule en tête forcément. Donc, c'est deux dérivés en fait du métabolisme azoté qui sont éliminés régulièrement et qui sont produits de manière constante au niveau de l'organisme. Donc, on va avoir une quantité fixe de créatine et de créatinine dans la circulation sanguine. Et on parle de créatinémie. Comme pour la natrémie, en fait, il faut garder la même idée au niveau de l'étymologie. Ça veut dire que c'est la concentration qu'il y a dans le sang. D'accord. Donc, la créatinémie, c'est tout simplement la concentration de créatinine dans le sang. Alors, c'est peut-être créatinémie ou la créatininémie, je ne sais pas. Créatinémie, peu importe. Si on rajoute émie à la fin, c'est toujours en lien avec la quantité de sang. Et Romain intervient en parlant de créatinurie. À ce moment-là, tout simplement, c'est la quantité de créatine qu'on va avoir dans les urines. D'accord. Audrey, c'est tout clair? Donc, on a besoin de ces éléments justement pour aborder une des premières questions qui a été posée, réexpliquer la formule. Cette formule qui est ici, on la revoit ensemble, sauf s'il y a une question, si pour Audrey, c'est toujours pas clair, c'est l'histoire de créatine, créatinine, créatinémie. Très bien. Donc la formule. Donc la formule, bon, je ne vais pas vous demander de réexpliquer parce que c'est compliqué. En fait, il y a surtout, ce que je vous demande, c'est de ne pas apprendre cette formule par cœur. C'est vraiment très important, il faut juste la comprendre. Donc, comment on peut comprendre cette formule? Il faut comprendre en fait le concept de clairance, qui est un concept abstrait, puisque évidemment, euh, ne va pas s'appliquer à toutes les molécules de manière concrète. La clairance, c'est en fait un reflet de ce qui est filtré au niveau des reins pour éliminer des substances dans le corps. Et en fait, on va compter ce concept comme étant, je reprends la définition qui est ici, le volume de plasma totalement épuré de la substance X pour un temps donné. Donc cette clairance, forcément, c'est un volume en fonction du temps. Forcément, cette clairance, elle va être exprimée en lien avec donc, des litres minutes ou des millilitres minutes. Donc pour comprendre comment on peut la calculer, eh bien là, vous avez plein d'exemples. Je vais essayer de ne pas rentrer justement dans la formule tout de suite pour que vous retrouviez à travers les explications cette notion-là. Et on va prendre l'exemple le plus simple, c'est-à-dire une molécule qui est totalement sécrétée le long du rein. C'est ce qu'on va trouver pour la pénicilline ou l'acide hypourique dont on a parlé. Imaginez, donc je peux peut-être zoomer un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre l'écran. Ça, je vais pouvoir dessiner un petit peu dessus. Donc, on part de molécules de pénicilline ici. Cette pénicilline, elle va être tout d'abord un petit peu filtrée au niveau des reins. Vous voyez que, eh bien, on va perdre une partie, puisque, évidemment, tout ce qui arrive au niveau des glomérules n'est pas filtré, seulement une partie. C'est le débit d'ultrafiltration glomérulaire. Donc, tout ce qui va passer du débit d'ultrafiltration glomérulaire va se retrouver dans la lumière du néphron. Mais une partie des molécules continue à passer au niveau des vases recta, proche du néphron, et là, il va y avoir une sécrétion, jusqu'à qu'en fait, eh bien, tout le liquide qui va circuler, donc tout le sang qui circule à proximité du néphron, va être épuré de cette substance. Donc la clairance en fait, qu'on va retrouver de la pénicilline, qui est notée ici, ben, cette clairance-là, elle va correspondre à un volume de plasma qui circule au niveau des reins et qui représente tout le sang qui arrive au niveau des reins. Donc, c'est le débit rénal. La clairance, donc c'est le seul paramètre avec l'inuline où la clairance se reflète directement avec une valeur concrète.
ici, c'est le débit rénal, parce qu'on épure tout le sang qui arrive au niveau du rein de cette molécule. Si on prend maintenant, à l'inverse, le glucose, eh bien, le glucose n'est pas du tout présent en conditions physiologiques au niveau des urines. Donc, la clairance du glucose, elle est nulle parce qu'au cours du temps, il n'y a pas de volume plasmatique qui est épuré de quantité de glucose. Et enfin, si on prend l'inuline, eh l'inuline, elle n'est ni réabsorbée ni sécrétée le long du rein. Donc, le volume de plasma qui va être épuré d'inuline correspond en fait tout simplement au débit d'ultrafiltration du glomérulaire, c'est-à-dire tout ce qui est filtré au niveau des glomérulés. Et on peut retrouver à ce moment-là que ce débit est de l'ordre de 100 ml par minute. Ça va? Est-ce que jusque-là, vous êtes OK? Donc les valeurs ici sont plus ou moins fantaisistes, mais l'idée c'est de se retrouver en fait à avoir le concept derrière. Il ne faut pas forcément se rester sur les valeurs, vous les avez après. Donc, vous avez ensuite des molécules qui sont intermédiaires, c'est ce qu'on va trouver pour la plupart, et à ce moment-là, le concept de clairance ne peut pas s'associer à une quantité réelle de plasma qui va être filtré soit au niveau des glomérules, soit qui arrive. C'est quelque chose d'intermédiaire. Et ça permet d'étudier, en fait, eh bien, la capacité du rein à éliminer certaines substances. C'est très important en pharmacologie, notamment si on prend l'exemple de la pénicilline. Évidemment, quand on donne de la pénicilline à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'en quelques minutes, tout ce qu'on lui a donné se retrouve dans les urines. Et c'est pourtant malheureusement ce qui se passait. J'ai dû vous dire dans le cours que, de par cette propriété-là, pendant longtemps, on a recyclé, enfin, tout au début, on va dire, de l'utilisation des antibiotiques, et au moment où on en manquait, on recyclait l'urine des patients pour récupérer la pénicilline et éviter ici d'en perdre. Après, on évolue les molécules pour qu'elles soient moins vite éliminées au niveau du rein. On fait des modifications structurales pour limiter cette clairance rénale. Donc, c'est très important ce concept de clairance rénale pour comprendre, eh bien, d'une part, comment les molécules sont éliminées et d'autre part aussi comment fonctionne le rein, puisque on va pouvoir, grâce à la créatinine dont on a parlé et qui va être ni filtrée ni réabsorbée comme l'inuline, eh bien, calculer le débit d'ultrafiltration glomérulaire. Et ça nous permet facilement de, je vais le mettre après, d'estimer eh bien, si votre rein fonctionne bien ou non. Alors maintenant, si vous avez bien compris ça, c'est le plus important et la formule, je dirais, vous allez la retrouver en réfléchissant. Il ne faut surtout pas commencer par la formule. Donc, la formule, elle vous dit, eh bien, j'ai dû le refaire ici, que la clairance, en fait, de ce que va retrouver dans les urines, eh bien, elle est en lien avec quoi? D'une part, la concentration de la substance X qu'on va trouver dans le plasma. Là, pardon, alors la clairance, ah oui, je me rends compte qu'il y a peut-être une petite erreur ici. On va retrouver dans le niveau de la forme. Non, c'est bon. C'est là où il y a un souci. Si forcément, c'est les milligrammes par millilitre. J'ai une petite erreur ici. On va la corriger. Bon, on va la refaire ensemble. C'est peut-être pour ça qu'il y a une explication. Ça ne va pas aller. Alors, on va le réécrire ici. Donc, la clairance de la substance X, on vous dit, c'est en fait une quantité de plasma épuré complètement au cours du temps. Forcément, c'est des millilitres par minute. Cette clairance de X, donc c'est cette quantité de plasma épuré, il faut qu'on retrouve cette quantité donc, de plasma épuré, va se retrouver dans la quantité d'urine produite, forcément. Donc là, on parle en quantité forcément de la molécule
étudier. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on connaît la quantité d'urine, il suffit de mesurer le volume urinaire. Donc, ça va être le volume urinaire, le débit urinaire, pardon, multiplié par la concentration de la substance qui nous intéresse dans les urines. Et puis, eh ben, la quantité de plasma épuré, ça va être le débit plasmatique qui va être multiplié par eh bien, la concentration dans le plasma. Et à ce moment-là, donc le débit plasmatique complètement épuré, eh bien, ça va représenter notre clairance de la substance X. Et à ce moment-là, vous retrouvez la formule qui est donnée que la clairance de X est égale au débit urinaire fois la concentration de X dans les urines, ça sera plus clair en l'écrivant comme ça, qu'on va diviser par la concentration de X dans le plasma. Et ainsi, vous pouvez étudier facilement ces clairances. Désolé s'il y a eu une petite erreur dans le cours au niveau des unités, puisque là, évidemment, au niveau des unités, le débit va se retrouver, donc on est ici en millilitres par minute. Ici, on est en milligrammes par millilitre. Et ici, on est aussi dans les milligrammes par millilitre. Donc, la clairance de X, c'est des millilitres par minute. Et je ne sais plus ce que je vous ai mis juste avant. Sinon, c'était bon. Je vous ai bien mis des milligrammes par minute. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Vous deviez bien vous y retrouver. Il n'y avait pas d'erreur particulière. Vous voyez, moi, je ne connais pas la formule par cœur. Il faut que je la retrouve en réfléchissant à quoi correspondent en fait les différentes valeurs. Et comme ça, vous retrouvez eh bien, ce qu'on a à travers cette formule. Est-ce que la formule est plus claire maintenant? Est-ce que vous y retrouvez bien? Donc, vous reprenez ça. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est de refaire la même approche que ce que j'ai fait là. Si vous avez du mal avec cette formule, vous réfléchissez, vous retrouvez en mettant bien les unités. Oui, je remets les diapos d'avant. N'oubliez pas que j'ai enregistré. Enfin, bon, si, oui, alors, il y aura un problème. Je profite pendant ce temps pour répondre à une autre question de Fanny. Est-ce que le débit d'excrétion urinaire, c'est la même chose que le débit rénal? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? Dans quel cas le débit d'excrétion urinaire sera la même chose que le débit rénal? Alors, le débit d'excrétion urinaire, ça n'existe pas vraiment. Vous avez la clairance urinaire, voilà. Voilà, la clairance d'une substance qui va se retrouver en lien avec les urines. Mais le débit d'excrétion urinaire, ça paraît un peu, je ne sais pas si j'ai utilisé ce terme, mais il est un peu bizarre. Oui? Quelqu'un avait pris la parole. C'était juste un switch de micro. Donc, ce débit d'excrétion urinaire, ce n'est pas une notion que vous devez utiliser. Il y a un débit urinaire. Et puis, vous pouvez regarder la quantité en fait, de molécules qui va être présente dans cette urine. Donc, ça va être, oui, alors je comprends, oui, cette notion de débit d'excrétion urinaire, en fait, ça revient à cette partie-là, c'est-à-dire la quantité d'urine qui va être produite en fonction de la quantité de la molécule qui est présente. À ce moment-là, c'est vrai qu'on peut parler de débit d'excrétion urinaire. Et en effet, il va être équivalent à la quantité de plasma épuré. Alors, dans quel cas, pour répondre à la question de Fanny, je comprends ce qu'elle voulait dire, dans quel cas ce débit rénal va être égal au débit d'excrétion urinaire seulement si la substance est complètement épurée. Donc, c'est le cas de la pénicilline. Dans ce cas-là, ce qu'on va retrouver au niveau de la production dans les reins va être égal au débit rénal, puisque tout ce qui arrive au niveau du rein va être filtré et sécrété pour amener une élimination complète des molécules. Ça répond à votre question, Fanny?
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie clairance que vous reverrez en TP? Alors, il se calcule où dans le rein, le débit rénal? Bah, c'est cette partie-là, en fait. Cette partie-là, où alors, je ne suis pas sûr de comprendre totalement votre question, mais le débit rénal, bah, c'est ce qu'on va trouver ici, hein. Donc, ça, c'est le sang complet. Donc, il faut évidemment comprendre on s'intéresse au plasma pour l'histoire de clairance, hein, à chaque fois. Donc, il faut enlever l'hématocrite. Et comment on peut le calculer? Bah, la seule façon de le calculer, c'est d'utiliser, si c'est le sens de votre question en main, c'est d'utiliser une substance comme la pénicilline ou l'acide hippurique qui sont complètement éliminés au niveau du rein quand on a ces molécules qui sont en fait sécrétées tout le long des vases recta et le long du néphron. Vous voyez, la seule manière de pouvoir l'estimer, c'est en utilisant ce genre de molécules et en étudiant la clairance de ces molécules-là. Et alors, si on regarde, eh bien, vous avez donc on va faire les calculs exacts. Je ne sais plus où je vous ai les données, mais vous arrivez à une filtration qui est de 180 litres par jour. Donc là, il faut diviser par 24 heures, puis par 60 minutes par heure pour l'avoir en débit par minute. On peut le faire, hein, si vous voulez d'ailleurs. Je ne sais pas si ça répond à votre question, si c'est le sens de votre question exactement en main. On arrive à 125 millilitres minute. Ça, c'est pour le débit d'ultrafiltration rénale, pardon. Et pour la filtration complète, parce que là, c'est juste le débit d'ultrafiltration glomérulaire. Pour celui-là, il faut le calculer avec les 1,3 litres minute. Alors peut-être, je ne sais plus où vous le trouvez. Voilà, vous l'avez ici, c'est 660 millilitres par minute. Donc, qui correspond en fait exactement à ce que je vous disais. On a 1,3 litres de sang qui arrive, mais c'est seulement le plasma qui est épuré, donc la moitié. Donc, la moitié de 1,3 litres, on arrive à 660. Ça marche? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces aspects de clairance? Je me rends compte qu'il y a une question laquelle je vous ai peut-être dit qu'il fallait répondre. Alors, vous avez la réponse plus ou moins ici, en dessous. Combien de fois par jour le rein filtre tout le sang? Est-ce que je l'ai remis dans mes calculs? Visiblement, non. Donc, est-ce que vous avez fait ce calcul? 288 fois, Philippines. Voilà. Alors, je ne sais pas, honnêtement, je ne me rappelle plus. Mais on peut le faire. On a 125 litres par minute. Donc, on va faire l'inverse. Si on a 125 litres par minute, on a, en fait, c'est ce qu'on vient de faire, on a 18 litres de sang qui est filtré par jour. Donc, ça me paraît beaucoup, 288. 288, à mon avis, c'est le nombre de passages complets. Parce que 18 litres, logiquement, on a, ça fait seulement 18 divisé par 5, si je ne m'abuse. On a un souci dans la logique du. On va faire le calcul. Comment vous êtes arrivé à 288? Voilà, je vais reprendre. Si on était à 680, là, on vous dit qu'on a 180 litres par jour qui est filtré. Normalement, si on divise ça par. Alors, c'est de plasma qui va être filtré. Donc, ça veut dire qu'au niveau, il faut compter le double pour arriver au 100. Et si on divise ça par 5, moi, j'arrive plutôt à 72 fois. Ah, vous avez pris 5 litres par minute. Vous avez fait 24. Alors là, je pense que c'est ce que vous avez fait, c'est le débit rénal.
Donc là, qui est beaucoup plus important parce qu'en gros, si on multiplie, si on s'intéresse cette fois au débit rénal, en effet, vous pouvez faire tout simplement, on a 5 litres par minute, donc toutes les minutes, il faut combien de temps pour alors bah, il faut 7,5 minutes pour filtrer tout le sang, enfin, que tout le sang qui arrive, tout le sang arrive au rein. Oui, en fait, je pense que ça y est, je vois votre logique. Donc, tout ce qu'on fait, qu'on trouvait 288, c'est juste, mais ce n'est pas la filtration au niveau des glomérulus, ce n'est pas l'ultrafiltration rénale, où là, on arrive à la valeur que je vous ai donnée tout à l'heure, qui était à 72, mais c'est tout le sang qui arrive au rein. En fait, mais tout le sang qui arrive au rein n'est pas filtré, sauf si on a évidemment la sécrétion, si on prend les molécules qui sont sécrétées. Donc, à ce moment-là, en effet, les molécules qui sont sécrétées tout le long vont être, dire que tout va être pris en compte à ce moment-là. Mais pour les substances comme la créatinine ou l'inuline qui sont ni réabsorbées ni sécrétées, à ce moment-là, vous êtes sur la valeur de 72, ce qui est déjà énorme pour le début d'ultrafiltration glomérulaire. Ça va, c'est clair ou vous voulez qu'on refasse les calculs ensemble? C'est vraiment pas important, hein, mais c'est plus pour vous faire réfléchir. Si on reprend les 180 litres par jour, bah, tout simplement, vous faites 180 divisé par 5 fois 2 parce que voilà, fois 2 pour avoir, là c'est le plasma qui est filtré, donc si on compare par rapport au niveau du sang, bah, vous multipliez ça par 2 et vous divisez ça par donc les 24 heures et vous redivisez ça ensuite par les. Qu'est-ce que je vous ai fait? 180 litres par jour fois 2 et 5. Donc on arrive à 72 fois par jour. Et si on s'intéresse au début d'ultrafiltration, pardon, pas au début d'ultrafiltration glomérulaire, mais au débit rénal complet, à ce moment-là, il faut multiplier cette valeur, un biais pour aller plus rapide, en fait, de 125 à 660. Il y a 5,28 fois plus de sang qui passe dans le rein que ce qui est filtré. Donc on multiplie 72 par ces 5,25, on va s'approcher. Ah ben non, on ne tombe pas non plus sur votre 288. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes sur ce 288. J'essaierai de, si vous avez retrouvé ça, on en discutera la prochaine fois, mais c'est bizarre. Parce que est-ce que c'est ce que dit Romain, vous ne m'aidez pas beaucoup là, parce que vous ne parlez pas des masses. Parce que vos 24 fois 60 divisé par 5, ça va correspondre à quoi concrètement pourquoi vos 60? En fait, là, vous avez calculé, ça c'est en fait 24, ça y est, je comprends, vos 24 fois 60 fois 5, c'est tout simplement le nombre de fois où le sang circule dans le corps. Ça y est, on y est arrivé. Et encore, pourquoi vous divisez par 5? Je ne comprends pas pourquoi. En fait, on a fait une règle de 3. Entre quoi et quoi? Donc, on a dit qu'en 5 minutes, au niveau des reins, le sang était filtré une fois. Et en 24 heures, il y a 1440 minutes, enfin 24 fois 60. Et du coup, on fait une règle de 3, donc 24 fois 60 fois 1 divisé par 5. Ouais, mais il y a un biais parce que. Alors, bon, je me pose pour réfléchir, parce que là, bon, ça va, sauf s'il n'y a pas d'autres questions entre-temps, posez vos questions, je vais réfléchir pourquoi il y a un biais dans votre approche là. En effet, on filtre 1 litre par minute. Bon, il faudra que je regarde ça, parce que là, il faut que je pose ça sur un papier. Le 180, il est ici. Vous l'avez là.
Alors, c'est peut-être, oui, c'est peut-être d'où vient l'erreur qu'on a ici, mais c'est le débit d'ultrafiltration glomérulaire ici. Donc, c'est ce qui nous intéresse à la filtration. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur peut-être les parties plus sur ensuite le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire? Oui, je peux expliquer ça. Si vous êtes trop s'attarder sur les chiffres. Donc, le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire, c'est un rétrocontrôle qui permet de maintenir le débit rénal. Donc, comment on maintient le débit rénal? Il y a deux aspects, la réponse myogène qu'on avait déjà vue précédemment et une action particulière, donc on appelle le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire, qui est lié à une proximité en fait entre le tube contourné distal que vous avez ici et le glomérule. En fait, le sang qui va être filtré ici, donc ce qui va se retrouver dans la lumière du tubule, va être, on verra ça dans le prochain cours, enfin dans les prochains cours, va subir énormément de réabsorption et de diverses sécrétions, donc beaucoup d'échanges le long de l'épithélium du néphron, et on arrive au final ici avec une concentration donnée de sodium. Cette concentration de sodium va être détectée par les cellules de la macula densa ici, et qui va la comparer à la valeur habituelle pour envoyer un message aux artérioles afférentes de vasomodulation. Donc, si le taux est trop faible, il va y avoir une vasodilatation pour augmenter le débit rénal ici et donc permettre de restabiliser après la concentration de sodium. Inversement, si la concentration de sodium est trop forte, on va avoir une vasoconstriction qui va à ce moment-là entraîner au contraire une diminution du débit rénal, donc moins de sang qui va être filtré au niveau des glomérules et une baisse du taux de sodium qu'on va retrouver dans la lumière. Donc c'est une manière de réguler, en plus de la réponse myogène, le débit d'ultrafiltration glomérulaire. Après, je voulais noter ici sur l'exemple que je vous ai redonné oralement. Donc, si on a une baisse du débit d'ultrafiltration glomérulaire, eh bien, on va avoir une baisse de la quantité de sodium qui est présente, puisqu'il y a toujours la même quantité qui va être récupérée. Donc, s'il y en a moins qui est filtré, on en récupère plus et on va retrouver moins ici. Les cellules de la macula détectent cette baisse de sodium et envoient un signal pour faire une vasodilatation de l'artériole afférente. Donc, on augmente ensuite le débit d'ultrafiltration glomérulaire. C'est plus clair, Fanny? OK. Alors, le système porte du néphron juxtamédulaire, oui, pas de problème. On peut leur expliquer à plein d'endroits. Ici, c'est pas mal. Sauf qu'on ne voit pas forcément bien, je ne vais pas prendre cette diapo-là, on ne voit pas forcément bien celle-là, qui est beaucoup plus explicite. Ça peut sembler un petit peu brouillant. Vous avez en fait deux séries de capillaires. Si on va prendre un néphron juxtamédulaire, que ce soit juxtamédulaire ou particomédulaire, en fait, ça ne change rien pour le fonctionnement du système porte. Donc, vous avez votre artériole afférente et vous avez une première série de capillaires qui se trouve au niveau du néphron. Le glomérule, pour filtrer justement une partie du sang et l'amener dans la lumière du tube. Mais c'est seulement une partie, puisque la grande majorité va repartir dans l'artériole efférente, celle qui part, et elle va se diviser à nouveau dans un nouveau réseau de capillaires qui sont les vasorectales, les vasa rectales. Donc vous avez deux séries de capillaires à la suite, et donc c'est typiquement ce qu'on a pour un système porte. Donc ici, eh bien, on a ce système porte où on a deux séries de capillaires à la suite. Et ces vasa rectales vont être très importants pour permettre la réabsorption et la sécrétion le long du néphron. Et après, on part avec la veine rénale, pénule rénale, qui récupère bien, tout le sang qui émerge des vasa rectales. Ça va, Romain, pour ça?
en quoi la circulation à contre-courant, on verra ça dans les prochains cours. Mais en fait, l'idée, c'est que vous avez des systèmes de récupération d'eau et de sel et qui vont se faire à contre-courant au niveau de ce qu'on appelle le gradient osmotique, puisque, on en a parlé un tout petit peu, mais ça permet d'avancer, vous avez une osmolarité qui est très élevée dans le cœur du néphron, le cœur du rein, pardon, et qui est plus faible dans la partie cervicale. Ce gradient osmotique va faire que les échanges vont se faire de manière particulière au niveau des néphrons, on verra ça dans les prochains cours, et le fait que les vasa recta amènent du sang tout d'abord en descendant, puis reprennent du sang en remontant, va faire en fait un contre-courant au niveau de la circulation des liquides au niveau des néphrons, puisque eux, ils vont en fait se retrouver à descendre puis remonter, donc vous avez possibilité de faire des échanges à contre-courant à ce niveau-là. Vous voyez que la circulation, elle ne se fait pas, par exemple, en zigzag. À ce moment-là, on n'aurait pas de circulation à contre-courant, et elle se fait en descendant, puis en remontant après. Ça va pour ça, Romain? Je regarde s'il y a d'autres notions qui peuvent être un peu difficiles, mais normalement, les autres sont reprises dans le Socratique. On va pouvoir aborder, si vous avez d'autres questions. Mohamed a ouvert son micro. Vous avez quelque chose, peut-être une question à poser directement? Okay. Alors, une autre question de Romain. La capsule de Bowman, le tube contourné distal, il y a à chaque fois tout ça dans un front ou c'est un dans le rein? Non. Ça peut-être quelqu'un peut répondre. Je vais répondre un peu vite. La base, l'unité fonctionnelle du rein, c'est le néphron. Et le néphron, chaque néphron est constitué de capsules de Bowman, de tubes contournés distal, etc. Et comme le dit Philippine, on en a en fait des millions dans les reins. Et donc, on va retrouver pour chacun eh bien, des millions de capsules de Bowman, des millions de tubes contournés distal, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. On va retrouver ces éléments répétés des millions de fois. Donc, le sang passe dans tous les néphrons à chaque fois. Oui, en fait, il y a une distribution. Il faut imaginer que l'artériole inférente, on a ici, la grosse artériole, va se subdiviser en plein d'artérioles afférentes qui vont aller distribuer du sang dans tous les néphrons. Donc, il y a des millions de petites séparations. Monsieur, vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai pas compris la notion du contrôle intrinsèque de DUFG. Est-ce que c'est la même chose que le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire ou pas? En fait, c'est les deux. On va retrouver alors, le contrôle intrinsèque du DUFG, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une façon un peu compliquée de dire les choses, tout simplement que au niveau des reins, de manière autonome, on a un maintien du débit d'ultrafiltration glomérulaire en absence de toute intervention externe. Et ce contrôle intrinsèque du DUFG, il est basé sur deux systèmes, la réponse myogène, d'une part, et le retrocontrôle tubulo-glomérulaire. Donc, c'est les deux en même temps qui assurent ce contrôle intrinsèque du DUFG. Et comme je disais ici, bon, c'est un petit peu subtil, hein, mais les deux sont impliqués et les réponses myogènes vont être rapides et un peu moins subtiles que le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire qui va être plutôt sur le maintien fin des valeurs du DUFG. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôle intrinsèque. Il y a un contrôle extrinsèque dont on a parlé, c'est ce qui est assuré par le système nerveux sympathique et par l'angiotensine 2. Il y a aussi parlé de trois intervenants externes, nerveux et hormonaux.
D'accord, donc ça veut dire que le rétrocontrôle et la réponse homogène, ils sont dans le contrôle intrinsèque. Exactement. Ah, ok, Les deux sont ensemble. Voilà, ok. c'est cette partie-là. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on aborde le Socratique ou on attaque le Socratique? Déjà, c'est pas un problème. J'ai pas 41, c'est pas du tout un souci. Au contraire, c'est bien de vous poser pas mal de questions. Pas d'autres questions, on aborde donc cette partie Socratique. Ah, oula, il y a une grosse question qui vient d'arriver. Alors, Audrey nous demande, par rapport à la filtration par le rein, comment vous pouvez éliminer plus de molécules qu'est-ce qu'il y a dans le plasma par rapport aux antibiotiques? Alors, on ne peut pas éliminer plus de molécules que ce qu'il y a dans le plasma. On peut éliminer autant de molécules qu'il y a dans le plasma qui circulent au niveau du rein. Donc, ce point-là, vous voyez ici, si on prend la pénicilline, on ne va pas éliminer plus de molécules que ce qui est présent dans le plasma. On va éliminer la quantité de pénicilline qui correspond à tout ce qui arrive au niveau du rein. Donc, on va faire une clairance rénale qui va être égale au débit rénal. Tout ce qui arrive est sécrété ensuite au niveau des vases recta pour que le sang qui ressort du rein soit complètement épuré de la pénicilline. Donc, c'est la définition de la clairance qui vous dit la clairance de la pénicilline, elle est égale au débit rénal. Est-ce que ça répond au début de votre première question, Audrey? Et la suite en attendant. Alors, c'est la même question. En fait, j'allais plus pour l'enregistrement, parce que je pense que tout le monde peut la lire. Pourquoi pour de faibles concentrations d'antibiotiques? Le plasma, on va avoir une concentration importante dans les urines. Si on n'en a pas beaucoup d'antibiotiques dans le sang, on ne peut pas en excréter beaucoup. C'est une phrase que j'ai dit dans le cours magistral. Je ne sais pas, il faudra voir dans le contexte. L'idée, c'est que vous ne pouvez pas reconcentrer plus. Alors, ça peut être le cas si, alors admettons, ça peut arriver, j'ai peut-être dit ça dans ce contexte-là, pour te dire, je ne me rappelle plus, mais admettons, vous produisez très peu d'urine parce que vous êtes déshydraté. Ça n'empêche pas que toutes les molécules d'antibiotiques vont être, toutes celles qui vont être filtrées au niveau du rein, vont être éliminées. Et vous allez produire une urine très concentrée. Okay. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez produire une urine qui est plus concentrée en antibiotiques que ce qu'il y a, en effet, dans le plasma. C'est tout à fait cohérent. Mais ça va dépendre, en fait, de la quantité d'urine que vous produisez. En d'autres termes, il ne faut pas mélanger la concentration des urines. On va peut-être reprendre la formule pour le coup. Il ne faut pas confondre la concentration qu'on a dans les urines, le fameux débit d'expression urinaire, c'est bon, très bien, et la clairance en fait de la molécule. Évidemment, vous ne pouvez pas éliminer plus que ce qui arrive au niveau des reins. Par contre, si vous avez ce débit d'expression urinaire, on va le retrouver dans la formule ici, c'est le débit urinaire multiplié par la concentration. Si vous avez un débit urinaire très faible, à ce moment-là, la concentration dans l'urine va être beaucoup plus importante. Est-ce que c'est clair, André, ou est-ce que je me lance encore dans des... On va prendre un exemple. C'est simple. Sauf si c'est bon. Oui, je prends un exemple ou vous dites c'est clair. C'est clair, ok. Voilà. Tout simplement, ne confondez pas concentration dans l'urine et puis clairance, qui sont des notions un tout petit peu qui sont liées, mais il ne faut pas en tout cas vous dire il y en a plein dans les urines, c'est pas possible. On verra des exemples typiquement de ça pour l'urée. Hein. On trouve beaucoup plus en concentration d'urée dans les urines. Si vous faites très peu d'urine, vous avez une urine très concentrée et qui va des concentrations beaucoup plus fortes que ce que vous avez dans le plasma. C'est ce qu'on trouve aussi, vous avez tous observé la couleur de votre urine, j'imagine. Hein, et donc, vous avez une urine qui va être plus ou moins foncée. Et ça, c'est dû à des dérivés, en fait, de dégradation d'hème,
notamment, et qui vont donner ces couleurs-là. Évidemment, plus votre urine est concentrée, moins vous produisez d'urine, plus cette couleur apparaît. Alors, il y a une autre dernière question avant de sopprative. Vous n'avez pas compris ce qui se passe entre le glomérule et le tube contourné distal. Il y a un échange de quoi dans cette macula densa? Alors, vous le reverrez en TD. C'est vrai que je ne le donne pas, parce qu'il y a déjà beaucoup de détails dans le cours, donc je ne donne pas exactement tous les éléments. Donc, ça nous amène un peu plus loin, c'est la sécrétion d'urénine. Question. Donc, l'échange qu'il y a ici, ce n'est pas vraiment un échange, c'est des cellules de la macula densa. Donc, ces cellules ici, vous voyez, on est en fait dans la partie du tube contourné distal. À l'intérieur, on va avoir eh bien, la circulation de ce qu'on appelle l'urine primitive. Et cette urine primitive, elle est plus ou moins concentrée en sodium. Donc, ce n'est pas des échanges directement. Ces cellules vont détecter typiquement qu'il y a une baisse de sodium et vont sécréter des messagers. Donc, vous verrez que parmi ces messagers, on va trouver de l'ATP, qui fait partie des médiateurs locaux. Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de l'ATP pouvait être un médiateur local. Ça peut toujours être un peu surprenant, parce qu'on la connaît évidemment plus pour son action intracellulaire en forme de transfert d'énergie. Et cet ATP va être détecté par les cellules endothéliales pour faire une modulation de l'activité des muscles lisses qu'on a ici et entraîner bien une vasoconstriction ou une vasodilatation. C'est plus clair, Romain? Pas de souci. Alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est aborder quand même le socratif parce qu'il ne reste pas forcément beaucoup de temps. Et puis, si vous avez d'autres questions, on essaiera de les prendre avant. Et puis, n'oubliez pas, il y a un forum aussi éventuellement. Alors, dans le néphron, le tube contourné distal est après la branche ascendante de Henle. On va regarder dans son cours. C'est vrai que, en général, j'essaie de dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre par cœur, mais là, pour le coup, il faut connaître un peu ces structures-là. En même temps, ce n'est pas très compliqué. Il y a un tube contourné dit proximal qui est juste après la capsule de Bowman. Il y a un tube contourné distal qui est logique, qui est plus loin. Il y a un canal collecteur, vu son nom, il est plutôt à la fin. Et il faudrait juste apprendre l'anse de Henle. Dans l'anse de Henle, vous avez une descendante et une ascendante. Donc, c'est relativement logique. Donc, le tube contourné distal, forcément, il est après la branche de Henle, si vous avez appris qu'il y avait une branche de Henle. Le tube contourné proximal est situé après la capsule de Bowman, bah oui, parce que la capsule de Bowman, c'est en premier. Le glomérule est aussi appelé corpuscule de Malpighi. Oui, alors bon, vous pouvez juste retenir glomérule, hein, ce n'est pas un problème. Il est constitué des capillaires glomérulaires et de la capsule de Bowman. Oui, il n'y a pas de problème. C'est des définitions. Juste, c'est histoire de s'y retrouver plutôt qu'autre chose. Donc le canal collecteur, non, évidemment, il n'est pas situé à la base de l'anse de Henle, puisqu'il y a la suite. Globalement, vous avez tous bien répondu. Hein. Il y a une innervation rénale au niveau d'artérielle afférente. Oui, elle est très importante pour assurer la modulation du débit d'ultrafiltration glomérulaire, donc un contrôle extrinsèque. Et le tube contourné distal est le siège de nombreuses régulations, tout à fait. On parlera notamment pour la récupération de sodium. Des questions là-dessus ou ça va? C'est relativement descriptif, c'était plus pour vous permettre de bien vous y retrouver. Donc, la macula densa, typiquement, on en a beaucoup parlé. Est-ce que je peux citer d'autres régulations? Oui, il y a les régulations. Alors, je crois que je vous ai. Alors, vous allez retrouver, mais il y a des régulations aussi du taux de phosphate et du calcium qui se font à ce niveau-là. On n'aura pas l'occasion, par contre, de voir en cours. Il y a déjà assez de choses. Vous verrez, si vous êtes curieux, que vous êtes allé un petit peu plus loin dans la partie du cours, vous verrez voilà, que notamment, il y a des hormones comme la PTH qui agissent ici pour réguler soit le taux de calcium. Puis il y a aussi beaucoup de régulation au niveau des protons, même si cette partie-là se fait un peu partout. Mais la régulation du pH aussi est impliquée En fait, l'idée, voilà, pour avancer un tout petit peu sur le cours,
la question de Julien, vous verrez qu'on a, en fait, dans le tube contourné proximal, l'anse de Henle descendante, l'anse de Henle et ascendante, on a ce qu'on appelle tous les réabsorptions et sécrétions dites obligatoires, c'est-à-dire qui se font en absence de régulation et qui vont préparer, en fait, une urine qui va être sujette ensuite aux régulations sur une petite partie des substances en gros. Donc, les régulations, elles vont être essentiellement dans le tube contourné distal, on va en voir beaucoup, et dans le canal collecteur. Ça marche? On aura l'occasion de revoir ça bien en détail, mais comme c'est compliqué, on voit un peu par étapes. Alors, reprenons la suite, sauf si Julien, vous voulez des précisions. Bon, je vous laisse réfléchir à cette question. Donc, la macula densa, d'accord, elle appartient au tube contourné proximal. Ben non, c'est le tube contourné distal. Elle est sensible à un changement de potassium? Non, c'est un changement de sodium. Elle sécrète des messagers comme l'ATP et les prostaglandines? Oui, alors évidemment, je ne sais pas si je l'avais dit à l'oral, mais comme ça, ce n'est pas évident. Elle sécrète des messagers de toute façon qui agissent sur le diamètre de l'artériole rénale afférente. Et en effet, on a l'ATP et les prostaglandines, vous ne connaissez peut-être pas les prostaglandines. C'est des petits messagers qui agissent en paracrine, qui sont des messagers qui sont liposolubles. Et voilà, juste pour info, comme ça, vous saurez, l'aspirine agit essentiellement pour bloquer ces synthèses de prostaglandines qui sont très impliquées dans aussi les phénomènes de douleur, ce qui explique l'aspect prévention, notamment migraine ou autre, de l'aspirine. Ensuite, le macula densa, bien sûr, peut influencer le débit de l'infiltration glomérulaire puisqu'elle fait partie du contrôle dit intrinsèque. Des questions sur la clairance, qu'on a vu en long, en large, en travers, se calcule en se basant sur la propriété spectrophotométrique. Et petite faute, il manque un O de l'urine. Ben non, pas du tout. C'est sur les concentrations des molécules dans les urines et le débit urinaire, débit d'extraction urinaire. Peut-être égal au DUFG, oui, tout à fait, c'est le cas de la clairance de l'inuline. Peut-être égal au débit de filtration rénale, oui, tout à fait, c'est le cas, par exemple, de la pénicilline, vieille formule, et de l'acide hippurique dont je vous ai parlé. Peut-être nul, oui, c'est le cas du glucose. Ce n'est pas bien compris pour tout le monde. J'espère qu'à l'issue de toutes les explications, ça ira. En espérant pas trop vous avoir embrouillé sur cette partie. Donc, la pression aquatique ensuite est très importante dans le DUFG, oui. Donc, on va trouver ça dans la partie de débit d'ultrafiltration rénale. Et ici. Donc, qu'est-ce qui va être important pour ce débit d'ultrafiltration glomérulaire? Eh bien, c'est la pression aquatique qu'on va trouver évidemment au niveau du sang. Au niveau de la capsule, elle va être extrêmement faible, pas totalement négligeable, parce qu'en fait, il y a très peu, il n'y a que quelques petites protéines qui vont se retrouver filtrées, notamment tout ce qui est hormones. Elle est basée aussi, je vais revenir sur ce schéma, mais je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va retrouver un peu la même chose que ce qu'on a vu précédemment pour la filtration au niveau d'autres capillaires. La grosse différence, en fait, c'est contrairement à ce qu'on a au niveau des capillaires, eh bien, la pression hydrostatique reste supérieure à la pression aquatique tout le long, ce qui explique qu'on a une filtration qui va se faire tout le long du glomérule, pas de réabsorption. Donc, ensuite, on vous dit que la pression aquatique est basée sur la présence de myoglobine dans le sang, pas du tout. La myoglobine, c'est dans les muscles, et l'hémoglobine, c'est dans les globules rouges, donc ça ne compte pas non plus. Donc, c'est toujours la séromalbumine et les immunoglobulines, essentiellement. Et non nul dans la glande de Bowman. Bon, alors, c'est
quasiment nulle, mais en fait, ça, vous auriez pu répondre qu'elle était nulle. Je me rends compte que cette question est un petit peu limite, parce qu'il y a quand même quelques petites qui vont passer, donc elle est quasiment nulle. Et dernier point, est responsable de l'ultrafiltration des liquides interstitiels vers le sang. Oui, ça c'est toujours le cas, quelle que soit la zone qui s'intéresse, et ça va être très important au niveau des vasorecta pour la suite. Ça va pour ça? On ne peut pas casser à la question 5, l'ultrafiltration glomérulaire. Donc ça, c'est au niveau des podocytes. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions, donc j'imagine que c'est clair. Peut-être avant de se lancer, il y a André qui me demande qu'est-ce que c'est la myoglobine? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la myoglobine? On répondra à André. Personne ne sait? Il y a Audrey qui pose la question. Personne ne veut se lancer. Vous connaissez l'hémoglobine? L'hémoglobine, c'est donc une protéine qui est hétéroquadrimère. Donc, il y a 4 sous-unités qui sont associées et qui permettent de fixer le dioxygène et de le distribuer au niveau des différents tissus en circulant dans le sang via les globules rouges. Eh bien, la myoglobine, c'est une protéine qui ressemble, mais qui est seulement en monomère et qu'on va trouver dans les tissus, notamment dans les muscles, et qui est important pour stocker en fait une partie de l'oxygène. Donc, on va retrouver une importance particulière, notamment pour les animaux comme les cétacés qui sont en plongée et qui vont en fait utiliser ce dioxygène qui va être fixé à la myoglobine. Si vous n'avez jamais entendu parler, ce n'était pas forcément évident. Donc, c'est bon pour ça. Dernière question. L'ultrafiltration glomérulaire est modifiable par les podocytes? Oui, tout à fait. C'est là où va agir notamment bien des contrôles, par exemple via l'angiotensine 2. Je vais mettre un peu de diapo pour ça. Nos podocytes qui sont ici, ces petits podocytes, en changeant en fait les interactions qu'ils ont avec les capillaires glomérulaires, ils vont pouvoir jouer sur la filtration en permettant de moduler le débit d'ultrafiltration glomérulaire. Est relativement indépendante des variations de pression artérielle? Bah oui, puisque on a ce contrôle intrinsèque qui peut, mais évidemment, si la pression artérielle diminue beaucoup, à ce moment-là, il y a un contrôle extrinsèque qui se met en place, notamment en réflexe, activation du système nerveux sympathique, et puis on a une baisse de l'ultrafiltration glomérulaire. Ensuite, elle dépend de l'intégrité de la lame basale et des podocytes. Oui, aussi. Petite inversion de l'être. En effet, ce qui va vraiment gérer le filtre, c'est donc 3 parties, l'endothélium, la lame basale et puis les podocytes qu'on trouve derrière. Et ne laisse pas passer les peptides, ça c'est faux. Donc j'en ai parlé un tout petit peu pour expliquer justement que on va revenir un tout petit peu sur la notion qu'il n'y avait pas du tout de pression aquatique dans la capsule de Bowman parce que les peptides vont passer, mais ils sont extrêmement minoritaires par rapport à la grande concentration de sérum-albumine et d'immunoglobuline qui, eux, sont des grosses protéines qui ne passent pas cette barrière, comme on fait ici, où on trouvait en fait que la sérum-albumine passe très très peu au niveau des filtres assurés par ces différentes barrières. Alors, je peux expliquer le B, oui, il n'y a pas de problème. À moins que quelqu'un veuille se lancer. Comme ça, comme je viens d'expliquer, ça permet de voir si la personne qui a compris a vraiment bien compris. Est-ce que quelqu'un peut réexpliquer le B? Peut-être je lui mets une diapositive pour l'aider à expliquer ça avec la notion de contrôle extrinsèque du DUFG.
Merci Romain, c'est exactement ça. Donc, s'il y a des variations trop importantes de pression artérielle, alors on aura un contrôle dit extrinsèque pour limiter typiquement une baisse de pression artérielle lors d'une hémorragie. Elle va aboutir à un contrôle extrinsèque qui vont faire baisser le DUFG. Par contre, si par exemple vous êtes en activité physique, donc il n'y a pas de détresse particulière à ce moment-là, eh bien, il y a des systèmes de contrôle intrinsèque qui assurent justement qu'on va avoir une stabilité qui est représentée ici du débit rénal, alors qu'on a des variations de la pression artérielle. Ça répond à votre question? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points qu'on peut aborder? Je peux remettre la question 1, Lina, vous voulez dire? Ah, voilà. Ok, pas de problème. Espérons que cette fois, Zoom ne bug pas au moment de l'enregistrement. Alors, Fanny, oui, c'est une bonne question. Le format du CC, vous avez demandé à vos... Alors, je n'ai pas exactement, comme je vous disais, ce n'est pas moi qui vais m'en occuper directement. Donc, je n'ai pas encore toutes les infos du format du CC, mais je comprends que ça vous interroge. Normalement, ça sera probablement des petites questions sous forme de QCM mais posées sous Moodle. Et ça sera jeudi prochain. Voilà, en fait, ce que je vous propose pour jeudi prochain, c'est que donc je vais vous donner, il y a déjà un cours, enfin, où je ne l'ai peut-être pas affiché, mais pour la semaine prochaine, pour vous laisser le temps de réviser, puisque sinon, ça sera contre-productif. Je sais bien que vous allez passer moins de temps sur le cours. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à l'horaire habituel et qu'on puisse répondre à toutes votre questions sur le cardiovasculaire. Et après, qu'on lance le CC. Donc, il faut que je vois avec les chargés de TD exactement. Je ne peux pas vous dire si ça sera exactement du style socratique. Ça sera, voilà, ce qu'on évitera en tout cas, surtout, c'est les questions qui sont biaisées, enfin potentiellement biaisées, mais ne vous inquiétez pas. En général, si on voit ça, on annule. On prend les deux questions comme étant bonnes. Il n'y a pas de souci. Et oui, ce sera proche de ce qu'on a vu pour probablement les aspects socratiques, en évitant des questions parfois qui sont un peu difficiles, mais qui sont là plus pour vous faire réfléchir et donner l'occasion après de rediscuter autour du pourquoi. Elina, je ne peux vraiment pas répondre à la question. Si c'est je ne suis pas assez familier, si c'est des multiples ou d'habitude, ce qu'on fait, c'est avoir plusieurs réponses possibles, juste. On ne s'embête pas à avoir juste une réponse unique. C'est, je pense, juste des QCM, mais je vais envoyer un message à mon chargé de TD pour qu'il me fasse un retour rapidement et comme ça, je vous mettrai une annonce pour que vous puissiez plus facilement gérer. Et Iman, je ne peux pas répondre à votre question, je suis désolé. Je ne sais pas s'il y a un petit exercice. Voilà, j'essaie de. J'envoie un mail tout de suite et puis je vous dis ça. Je vais arrêter l'enregistrement parce que c'est moins intéressant. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais bien aimé en profiter pour prendre 2 minutes pour comprendre cette histoire de comment vous êtes arrivé à 288 litres. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes parti... bon, alors vous avez une question autre. Il y a une question de Romain. J'ai une question sur la réponse myogène sur le cardiovasculaire. Quand il y a une augmentation de la pression artérielle, il y a une augmentation des RPT.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Alors, on s'éloigne un tout petit peu. Donc, je propose que quelqu'un essaie de répondre. Et pendant ce temps, je réfléchis. Vous expliquer pourquoi vous avez faux avec ces histoires de 20%. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion à travers votre question, visiblement. Je pense, voilà. Il y a Léa et Philippine qui vous ont répondu. Donc, lors d'une chute de la pression artérielle, il y a une augmentation des RPT pour pallier à la baisse de la pression artérielle. Ça, c'est tout à fait juste. Ensuite, je pense que Philippine, il y a une petite erreur, mais on va essayer justement, c'est intéressant de discuter tous ensemble. D'accord, je comprends la confusion qu'il y a. Maintenant, je comprends mieux d'où vient et c'est toujours intéressant de vous faire répondre par vous-même. Alors, en fait, la réponse myogène, il faut voir que ça concerne très peu d'organes. Donc, ça va être essentiellement, je vous en ai parlé, les reins, les poumons, le cerveau notamment. Donc, en effet, si on a typiquement une augmentation de la pression artérielle qui amène une augmentation du débit local, on va avoir une vasoconstriction en amont de ces organes-là pour limiter le débit localement. Et vous pouvez imaginer que ça entraîne une augmentation des résistances périphériques totales. Mais en fait, non, parce que les résistances périphériques totales sont essentiellement basées sur les réseaux d'artérioles qu'on va trouver en gros dans la partie digestive, donc tout ce qui est viscère, et qui est beaucoup plus importante en termes de réseau que ce qu'on va trouver au niveau des reins, des poumons ou du cerveau. Donc, il ne va pas y avoir d'influence sur les résistances périphériques totales. Et au contraire, quand on a une augmentation de la pression artérielle, en général, il n'y a pas de raison d'augmenter les RPT. Ça va être plutôt l'inverse, puisqu'on va avoir plutôt une diminution d'activité du système nerveux sympathique. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait une augmentation des résistances périphériques totales. Donc, Philippine, je comprends votre logique, et Romain aussi maintenant, mais faites bien une décorrélation, et ce n'est pas évident, entre régulation du débit local et puis régulation globale de la pression artérielle. Alors ensuite, je vois que Romain pose une autre question. En TD, on a vu que l'augmentation de la pression artérielle entraînait l'ouverture de canaux calcium et une vasodilatation. Donc là, il y a un problème dans votre TD, ce n'est pas possible, puisque, alors on va reprendre, probablement pas mon cours juste avant. Ah bah si, en fait, je l'avais remis la réponse myogène ici. Donc, quand on a un étirement, en fait, le calcium, il entraîne une vasoconstriction. Je pense qu'il y a une erreur. Alors, soit il y a une erreur de compréhension avec votre chargé de TD ou il faut en revoir avec lui. Mais en fait, quand on a entrée de calcium, on a bien vasoconstriction. Au niveau, là, on s'intéresse aux cellules musculaires lisses. Alors, attention, si Romain vous parlait du calcium qui active cette partie-là, là, on n'est pas du tout sur la réponse myogène. On est sur d'autres activités qui sont les régulations du débit local, qui se fait cette fois en agissant sur du calcium au niveau des cellules endothéliales, pas des cellules musculaires lisses. Alors, on va reprendre, puisque visiblement, c'est une partie compliquée pour vous.
Alors, pour répondre à Romain, je n'ai pas dit que la régulation du débit local et la réponse myogène étaient décorrélées. Je vous dis que le NO ne fait pas partie de la réponse myogène. Dans les deux cas, c'est en rapport avec le débit local. Mais le NO, ce n'est pas toute la régulation du débit local. Le NO est impliqué que dans une partie des régulations du débit local, plutôt en lien avec l'hypoxie, comme on l'a vu avec notamment libération de NO à partir d'hémoglobine. Oui, oui, je sais que c'est compliqué, alors on va essayer de reprendre justement pour se donner les bonnes bases pour bien retrouver la partie du cardiovasculaire. Vous différenciez ici dans les régulations, on va dire, on va reprendre le plan, mieux. Vous voyez, dans la régulation du débit local, on a une différence entre la réponse myogène, qui va donc impliquer les canaux calciques qu'on va trouver sur les cellules musculaires lisses directement, et qui assure donc ce qu'on a vu, le maintien d'un débit constant, donc seulement pour quelques organes, donc cerveau, poumon, rein notamment, et puis les systèmes d'autorégulation métabolique et de vasomodulateurs locaux qui, là, peuvent faire intervenir le NO. Donc, c'est deux choses différentes. Et en effet, c'est là où c'est un tout petit peu compliqué parce que ici, vous avez donc intervention du calcium au niveau de cette réponse myogène. La diapo ici. Donc là, on est cellules musculaires lisses, bien faire la différence. Donc c'est réponse myogène, alors que là, on passe dans l'autorégulation métabolique. Vous voyez, on n'est plus dans le même, on n'est pas du tout dans, je ne vais pas remettre ici, mais c'est la réponse myogène, c'est plus ou moins précis. Et là, on passe dans la deuxième partie qui nous dit que, eh bien, selon plein de modulateurs locaux qui sont libérés ici, on va agir sur les cellules endothéliales, notamment à travers l'exemple du NO. Et ces cellules endothéliales envoient des messagers qui vont agir sur les cellules musculaires lisses. Et là, en effet, il y a eu du calcium qui est présent aussi, mais attention, ce calcium, il agit sur les cellules endothéliales. Ça va vous... C'est plus clair? Et pour répondre à Léa, vous vous perdez en associant augmentation des résistances périphériques totales à vasoconstriction ou non. Non, il ne faut pas toujours associer ça. Justement, on peut avoir des vasoconstrictions locales, typiquement ici, où on l'a vu, donc une vasoconstriction qui va permettre de maintenir un débit local au niveau d'organes, j'ai cité plusieurs fois, donc rein, cerveau, poumon, et ça ne va pas influencer plus généralement les résistances périphériques totales qui, elles, sont associées à une régulation non pas du débit local, mais de la pression artérielle dans le cadre du baroréflexe. Donc le baroréflexe va agir sur la RPT. Les RPT, il faut toujours les associer à une régulation générale de la pression artérielle. Donc faites bien la différence, régulation de la pression artérielle, résistance périphérique totale, avec notamment le baroréflexe, mais aussi l'angiotensine 2, donc des acteurs généraux, et des régulations locales, où on peut avoir des vasoconstrictions ou des vasodilatations, mais ça, c'est ce qui se passe localement. C'est un peu comme si vous aviez un gros moyen de gérer des débits. On peut imaginer un barrage au niveau d'un énorme lac qui vous permet de gérer le niveau d'eau dans les rivières. Et puis, vous avez des modulations plus locales avec des arrivées de précipitations qui vont se faire à certains moments donnés. Ça va changer un peu le débit localement. Mais si vous voulez régler le débit plus généralement, vous pouvez le faire avec ce qui se passe au niveau du barrage, où là, il y a beaucoup plus de possibilités de régulation. Donc ça, c'est ce qui se passe, si on fait la comparaison avec régulation de pression artérielle. C'est comme l'énorme barrage au niveau du lac.
Et puis, les régulations locales, ça peut être, peut-être les pluies locales, c'est peut-être pas le meilleur exemple, on va dire plutôt voilà, des agriculteurs qui utilisent plus ou moins d'eau le long des rivières et qui en consomment plus ou moins. Ça vous semble plus clair avec une analogie fluviale? Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de s'arrêter là. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et donc, je envoie tout de suite un message pour vous donner plus d'explications pour le prochain CC.